L'année 902 marque un tournant dans l'histoire viking. À Dublin, après des décennies de domination, les Norvégiens subissent une défaite écrasante. Les rois irlandais de Brega et de Leinster unissent leurs forces et chassent les envahisseurs nordiques de leur capitale. Les Drakkar quittent le port par centaines, emportant avec eux des guerriers désorientés, des familles en détresse et des chefs humiliés. Parmi ces exilés se trouve Ingimund, un chef de guerre norvégien qui refuse d'accepter la défaite. Son regard se tourne vers l'Est, vers la Bretagne, cette terre qu'il connaît depuis les récits des anciens. Les Vikings ne reculent pas. Ils trouvent de nouvelles terres à conquérir. Ingimund dirige sa flotte vers Anglesey, cette île galloise qui paraît si prometteuse. Les terres sont fertiles, la position stratégique excellente. Mais les Gallois n'ont aucune intention de laisser ces réfugiés s'installer. Cadel ap Rodri, ou plus probablement l'un de ses fils, rassemble ses forces. La bataille est brève mais sanglante. Les Norvégiens, affaiblis par leur exode et dépassés en nombre, n'ont aucune chance. Encore une fois, ils doivent fuir. C'est alors qu'Ingimund prend une décision qui va changer le cours de l'histoire. Au lieu de chercher à conquérir par la force, il va tenter la diplomatie. Sa flotte met le cap vers Chester, au cœur de la Mercie. À Chester, une femme règne sur la Mercie. Pas officiellement, certes, car son mari Ethelred vit encore, mais tous savent que c'est elle qui prend les décisions. Ethelfled, fille d'Alfred le Grand, n'est pas une princesse ordinaire. Depuis 902, la maladie ronge Ethelred. Certains murmurent qu'il ne peut plus monter à cheval, d'autres qu'il ne peut plus tenir une épée. Peu importe la vérité, le résultat est le même. Ethelfled gouverne seule. Elle a grandi dans l'ombre des invasions vikings. À 9 ans, elle a dû fuir avec sa famille quand les Danois ont attaqué Chippenham. Elle se souvient du froid des marais du Somerset, de la peur qui ne la quittait jamais, des nuits où elle entendait sa mère pleurer en silence. Puis elle a vu son père se redresser, rassembler une armée et remporter la victoire d'Eddington. Alfred lui a tout enseigné. Comment fortifier une ville, comment organiser une armée, comment transformer la défaite en victoire. Mais il lui a aussi transmis quelque chose de plus précieux, la vision d'une Angleterre unie, libre de la domination viking. Quand Ingimund demande une audience, Ethelfled accepte. Les conseillers s'inquiètent. Accueillir des Vikings, même des réfugiés, c'est dangereux. Mais elle voit plus loin. Ces Norvégiens chassés de Dublin pourraient servir de tampon contre les Danois qui contrôlent l'est de l'Angleterre. Et puis, elle a un plan. La rencontre a lieu dans la grande salle de Chester. Ingimund se présente humblement, presque en suppliant. Ces hommes ont besoin de terre. Ils ne demandent pas grand-chose, juste un endroit où s'installer, cultiver la terre, élever leur famille. En échange, ils protégeront la région contre les raids vikings. Ethelfled écoute sans sourciller. Elle connaît les Vikings. Elle sait qu'un guerrier qui supplie aujourd'hui peut brandir une hache demain. Mais elle accepte. Elle accorde à Ingimund et ses hommes des terres dans la péninsule de Wirral, juste à l'extérieur de Chester. Les terres sont pauvres, rocailleuses, difficiles à cultiver. Ingimund s'en rend compte dès qu'il les visite. Ces hommes grognent. Après tout ce qu'ils ont enduré, on leur donne des cailloux. Et pendant ce temps, juste à côté, Chester brille de toutes ses richesses. Chester, l'ancienne forteresse romaine. Ses murailles solides, ses entrepôts remplis de grains, ses ateliers d'artisans, son port sur la Dee. C'est une ville prospère, un joyau au milieu de terres moins fortunées. Ingimund commence à réfléchir. Pourquoi se contenter de champs stériles quand la richesse est si proche? Il lance quelques attaques prudentes, teste les défenses. À chaque fois, les Merciens repoussent ces hommes sans difficulté. Chester est bien gardé. Alors Ingimund change de tactique. Il va chercher de l'aide. Il se rend auprès des autres chefs vikings de la région, ceux qui se sont installés sur les côtes du Lancashire et de Cumbrie après l'expulsion de Dublin. Il leur parle de Chester, de ses richesses, de la gloire qui les attend. Les chefs écoutent. Certains sont danois, d'autres norvégiens. Tous ont le même désir de conquête. Ils acceptent de se joindre à lui. Ensemble, ils forment une armée imposante, peut-être plusieurs centaines de guerriers. L'assaut est prévu dans quelques semaines. Mais Ingimund a commis une erreur fatale. Il a sous-estimé Ethelfled.
La Dame de Merci n'a pas survécu dans un monde dominé par les hommes en étant naïve. Elle a des yeux et des oreilles partout. Dès qu'Ingimand a reçu ses terres, Æthelflæd a placé des espions. Des marchands qui écoutent les conversations dans les tavernes, des pêcheurs qui observent les mouvements de navires, des fermiers qui notent chaque déplacement de troupes. Elle sait qu'Ingimund ne se contentera pas de son lot. Quand les messagers partent vers le nord pour rallier les autres chefs vikings, les espions d'Æthelflæd suivent. Quand les discussions secrètes ont lieu, quelqu'un écoute à travers une porte. Quand l'armée commence à se rassembler, les rapports affluent vers Chester. Æthelflæd reçoit ces informations sans panique. Elle a déjà vécu pire. Elle convoque ses commandants et expose son plan. Chester doit devenir un piège mortel. D'abord, elle ordonne la réparation des fortifications. Les anciennes murailles romaines sont solides mais négligées. Des équipes d'ouvriers travaillent jour et nuit pour combler les brèches, renforcer les portes, installer des échafaudages le long des remparts. Chaque homme, femme et enfant capable de tenir un outil participe. Ensuite, elle rassemble des troupes des régions environnantes. Des guerriers merciens arrivent de Tamworth, de Stafford, de Gloucester. Elle demande aussi de l'aide aux Irlandais présents dans la région, ceux qui ont fui les mêmes Vikings qui menacent maintenant Chester. Beaucoup acceptent, animés par un désir de vengeance. Chester se transforme en camp militaire. Les rues résonnent du bruit des forges où l'on fabrique des armes. Les greniers sont remplis à ras-bord. Et surtout, Æthelflæd prépare des surprises pour les assaillants. L'armée viking arrive un matin brumeux. Les dracars remontent l'Adi pendant que l'infanterie approche par la terre. Ingimund chevauche en tête, confiant. Il a réuni près de 500 guerriers, peut-être plus. C'est suffisant pour prendre n'importe quelle ville. Les Vikings s'arrêtent à portée de flèche des murailles. Ingimund envoie un émissaire. Il demande que Chester se rende sans combat. En échange, il promet de laisser partir les habitants avec leurs biens. C'est un mensonge évident, mais il faut respecter les formes. La réponse vient sous forme d'une flèche qui se plante au pied de l'émissaire. Le message est clair. Il n'y aura pas de reddition. Ingimund sourit. Il s'attendait à cette réponse. Il fait signe à ses hommes. L'assaut commence. Les Vikings se ruent vers les murailles en hurlant leurs cris de guerre. Les premiers portent des échelles, d'autres brandissent des haches pour tenter de briser les portes. C'est une attaque massive, brutale, destinée à submerger les défenseurs par la violence pure, mais les Merciens sont prêts. Du haut des remparts, une pluie de pierres s'abat sur les assaillants. Les Vikings tombent, le crâne fracassé, les membres brisés. Ceux qui survivent continuent d'avancer, escaladent les échelles, tentent d'atteindre le sommet des murailles. Là, ils rencontrent les lances et les épées des défenseurs. Le combat devient féroce. Les Vikings sont des guerriers redoutables, entraînés depuis l'enfance au maniement des armes. Mais les Merciens se battent pour leur foyer, leur famille. La motivation fait souvent la différence entre la victoire et la défaite. Après plusieurs heures de combat, Ingimund ordonne le repli. Ses hommes ont subi des pertes sans parvenir à franchir les défenses. Il faut changer de tactique. Cette nuit-là, alors que les Vikings campent autour de Chester, Ingimund reçoit des visiteurs inattendus. Un groupe d'Irlandais se présente au camp, demandant à parler au chef. Ils expliquent qu'ils vivent à Chester, mais détestent les Anglo-Saxons. Ils veulent aider les Vikings à prendre la ville. En échange, ils demandent juste à être épargnés et à recevoir une part du butin. Ingimund est méfiant au début. C'est trop facile. Mais les Irlandais semblent sincères. Ils fournissent des informations détaillées sur les défenses, sur les points faibles, sur les mouvements des troupes d'Æthelflæd. Ces informations correspondent à ce qu'Ingimund a observé lui-même. Les Irlandais proposent un plan. Le lendemain, pendant l'assaut, ils créeront une diversion à l'intérieur de la ville. Ils mettront le feu à plusieurs bâtiments, sèmeront la panique. Les défenseurs seront distraits, désorientés. C'est le moment que choisiront les Vikings pour l'assaut final. Ingimund accepte. Il ne sait pas encore qu'il vient de tomber dans le piège d'Æthelflæd. Le lendemain, l'assaut reprend. Cette fois, les Vikings se concentrent sur un seul point des murailles, cherchant à créer une brèche. L'attaque est coordonnée, méthodique. Et comme promis, des fumées s'élèvent de l'intérieur de la ville. Ingimund ordonne à ses meilleurs guerriers de se concentrer sur la section apparemment affaiblie. Les Vikings redoublent d'efforts, poussant leurs échelles,
frappant les portes avec des béliers improvisés. C'est alors que le piège se referme. Les Irlandais, traîtres, se retournent soudainement. Au lieu de semer le chaos, ils attaquent les Vikings par derrière. Ceux qui ont réussi à escalader les murailles se retrouvent pris entre deux feux. La confusion est totale. Les Vikings ne comprennent pas ce qui se passe. Certains pensent à une mutinerie, d'autres croient que les Irlandais ont été retournés. La vérité est plus simple. Depuis le début, ces Irlandais travaillaient pour Æthelflæd. Le massacre est terrible. Les Vikings pris sur les murailles n'ont aucune échappée. Ils tombent sous les coups des Merciens et des Irlandais, ou se jettent dans le vide pour échapper à la mort par l'épée. Ingimund ordonne un nouveau repli. Il a perdu beaucoup d'hommes et n'est pas plus près de prendre la ville. Pire, le moral de son armée commence à faiblir. Certains chefs parlent de rentrer chez eux. Mais Ingimund refuse d'abandonner. Il a une dernière idée. Pendant la nuit, les Vikings fabriquent des structures de bois appelées claies. Ce sont essentiellement de grands boucliers portables, assez grands pour couvrir plusieurs hommes. L'idée est simple, les guerriers se protégeront sous ces claies pendant qu'ils creusent sous les murailles. C'est une tactique éprouvée, utilisée dans de nombreux sièges. Si on peut saper les fondations d'une muraille, elle s'effondrera, créant une brèche par laquelle l'armée pourra s'engouffrer. Le lendemain, les Vikings avancent avec leurs claies. Les Merciens commencent à lancer des pierres, mais les projectiles rebondissent sur les structures de bois sans causer de dégâts. Les Vikings atteignent la base de la muraille et commencent à creuser. Æthelflæd observe depuis les remparts. Elle ne semble pas inquiète. Elle donne tranquillement des ordres. Des soldats apportent de grandes marmites sur les murailles. D'autres alimentent des feux intenses qui font bouillir le contenu des récipients. Ingimund, concentré sur le creusement, ne remarque pas immédiatement ces préparatifs. Quand il lève les yeux, il voit les Merciens soulever les marmites et les renverser au-dessus des claies. Un liquide bouillant se déverse sur les structures de bois et s'infiltre par les moindres fissures. Les Vikings hurlent, ce n'est pas de l'eau, c'est de la bière, de l'âle, chauffée à des températures extrêmes. Le liquide brûlant pénètre sous les claies, atteignant les hommes recroquevillés en dessous. La peau se met à cloquer instantanément. Certains Vikings lâchent leurs outils pour tenter d'essuyer le liquide brûlant, mais leurs mains sont aussi atteintes. Les cris de douleur résonnent dans toute la plaine. Les Vikings survivants tentent de renforcer leurs claies. Ils placent de grandes poutres verticales sous les structures pour supporter le poids du liquide. Ça marche partiellement. Les claies tiennent mieux, et certains Vikings peuvent reprendre le creusement. Mais Æthelflæd n'a pas dit son dernier mot. Elle ordonne qu'on apporte du cuir, des peaux d'animaux. Ces peaux sont trempées dans l'eau puis placées sur les structures de bois. L'idée est d'absorber le liquide avant qu'il ne s'infiltre. Cette fois, la défense semble moins efficace. Le cuir absorbe effectivement la bière bouillante. Les Vikings reprennent confiance. Le creusement avance. Encore quelques heures et les fondations seront suffisamment affaiblies. C'est alors qu'Æthelflæd joue sa dernière carte. Des soldats merciens apportent de curieux objets sur les remparts. Ce sont des ruches, des structures de paille tressées qui abritent des milliers d'abeilles. Chester, comme toute ville médiévale prospère, possède de nombreuses ruches pour la production de miel et de cire. Æthelflæd a ordonné qu'on rassemble toutes les ruches de la ville. Les apiculteurs ont protesté, mais devant l'urgence de la situation, ils ont obéi. Maintenant, ces ruches sont alignées sur les remparts, directement au-dessus des positions vikings. Les soldats soulèvent les ruches et les renversent. Des milliers d'abeilles, déjà agitées par le déplacement, se déversent sur les Vikings en contrebas. L'effet est immédiat et dévastateur. Les abeilles, furieuses, attaquent tout ce qui bouge. Elles se glissent sous les claies, piquent les mains, les visages, le cou des guerriers. Chaque piqûre est douloureuse. Mais ce n'est pas le pire. Ce sont les centaines de piqûres, le nuage d'insectes qui empêchent de voir, de respirer, de penser. Les Vikings qui portaient au doigt des casques les arrachent, cherchant désespérément à se protéger le visage. Ceux qui tentaient de creuser lâchent leurs outils pour chasser les abeilles. Mais on ne peut pas combattre des abeilles avec une épée. Certains guerriers tentent d'utiliser les peaux de cuir pour se protéger, mais les abeilles trouvent toujours un passage. Elles s'acharnent particulièrement sur les zones humides, là où la bière bouillante a déjà brûlé la peau. La douleur devient insupportable. Les Vikings n'ont plus le choix. Ils abandonnent leur position et fuient en courant.
Certains se jettent dans la Dee pour échapper aux insectes. D'autres continuent de courir jusqu'à ce qu'ils aient mis plusieurs centaines de mètres entre eux et Chester. Du haut des remparts, les Merciens observent la débandade. Certains rient, d'autres restent silencieux, conscients qu'ils viennent d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Une armée viking, ces guerriers réputés invincibles, mise en déroute par des abeilles. Ingimund rassemble ce qui reste de son armée. Il a perdu près de la moitié de ses hommes, tués au combat ou trop blessés pour continuer. Les survivants sont démoralisés, couverts de piqûres, certains gravement brûlés. Les autres chefs vikings qui l'avaient rejoint lui font comprendre qu'ils partent. Cette expédition était censée être une victoire facile. Au lieu de ça, elle s'est transformée en humiliation. Ils retournent à leur base côtière, emportant leurs guerriers avec eux. Ingimund se retrouve avec seulement une centaine d'hommes. Ce n'est pas suffisant pour prendre Chester, ce n'est même pas suffisant pour maintenir le siège. Il donne l'ordre de lever le camp. Pendant que les Vikings pleins bagages, Æthelflæd observe depuis les murailles. Elle pourrait ordonner une sortie, poursuivre l'ennemi en déroute, infliger encore plus de pertes. Mais elle ne le fait pas. Elle a atteint son objectif. Chester est sauve, et les Vikings ont appris une leçon douloureuse. Ingimund retourne sur le Wirral avec ses hommes. Il ne tentera plus jamais d'attaquer Chester. Les terres pauvres qu'Æthelflæd lui a accordées devront suffire. Au fil des années, la colonie norvégienne du Wirral prospérera, s'intégrant progressivement à la société anglo-saxonne. Les noms de lieux scandinaves dans la région témoignent encore aujourd'hui de cette présence. Mais pour l'instant, en ce jour de 907, Ingimund ne pense qu'à panser ses blessures et à oublier cette défaite humiliante. Après le départ des Vikings, Æthelflæd ne se repose pas sur ses lauriers. Elle sait que d'autres menaces viendront. Chester est trop importante pour être laissée vulnérable. Elle lance un programme massif de reconstruction. Les murailles romaines sont non seulement réparées, mais étendues. Elle fait prolonger les fortifications jusqu'au bord de la Dee, incorporant la rivière dans le système défensif. Désormais, Chester est protégée sur tous ses côtés. Elle refait aussi le plan de la ville. Les rues sont réorganisées selon un quadrillage régulier, facilitant le déplacement des troupes en cas d'attaque. Ce plan, que l'on peut encore observer dans le centre de Chester moderne, est l'œuvre d'Æthelflæd. Elle fonde également l'église Saint-Werburg, qui deviendra plus tard la cathédrale de Chester. C'est plus qu'un acte de piété. En plaçant les reliques d'une sainte dans la ville, elle en fait un lieu sacré, un centre spirituel qui attire pèlerins et dons. Chester devient le modèle du système de burh qu'Æthelflæd développe à travers la Mercie. Ces villes fortifiées forment un réseau de défense qui rend les raids vikings beaucoup plus difficiles. Chaque burh peut abriter la population environnante en cas d'attaque et sert de base pour les contre-offensives. La victoire de Chester transforme aussi la réputation d'Æthelflæd. Les nouvelles de la défaite viking se répandent rapidement. En Irlande, au pays de Galles, en Écosse, on parle de cette femme qui a vaincu les Norvégiens avec de la bière et des abeilles. Les annales fragmentaires d'Irlande la décrivent comme la très renommée reine des Saxons. Au pays de Galles, les poètes composent des vers sur ses exploits. Même les Vikings eux-mêmes en viennent à respecter son habileté tactique. Cette réputation lui sera précieuse dans les années à venir. Quand elle négocie avec les chefs vikings, il la traite comme une égale, conscient qu'elle n'est pas une adversaire à sous-estimer. Quand elle conclut des alliances avec les rois écossais ou bretons, son prestige facilite les négociations. La défense de Chester ne se produit pas dans un vide. C'est un épisode d'une guerre beaucoup plus vaste, la reconquête progressive de l'Angleterre aux Vikings. Depuis la grande armée païenne de 865, les Vikings contrôlent une grande partie de l'Angleterre. Toute la Northumbrie, l'Est-Anglie et la moitié orientale de la Mercie sont sous domination scandinave. Cette région deviendra connue sous le nom de Danelaw. Alfred le Grand a passé sa vie à défendre le Wessex et à poser les bases de la reconquête. Son système de burhs, son armée réformée, ses alliances diplomatiques ont tous contribué à stopper l'avancée viking. Mais à sa mort en 899, le travail est loin d'être terminé. C'est à sa descendance de poursuivre l'œuvre. Son fils Édouard l'Ancien règne sur le Wessex. Sa fille Æthelflæd gouverne la Mercie. Ensemble, ils forment une alliance redoutable. La stratégie est claire. Ils vont reconquérir le Danelaw ville par ville, bourg par bourg. Chaque territoire repris est immédiatement fortifié,
sécurisés, intégrés au réseau défensif. Les Vikings ne peuvent plus se contenter de raids éclairs. Ils doivent faire face à une défense organisée, coordonnée, implacable. Chester est crucial dans cette stratégie. La ville contrôle l'accès au nord-ouest de l'Angleterre. En la sécurisant, Æthelflæd empêche les Vikings de Northumbrie de frapper vers le sud. Elle protège aussi ses arrières contre les raids venus de la mer d'Irlande. 3 ans après Chester, en 910, Æthelflæd et Édouard combineront leurs forces pour remporter la bataille de Tettenhall. Cette victoire écrasante contre les Danois de Northumbrie tue 3 de leurs rois et brise leur capacité offensive pour une génération. Quand Æthelred meurt en 911, personne ne s'étonne qu'Æthelflæd prenne officiellement le pouvoir. Elle gouvernait déjà dans les faits depuis des années. Les nobles merciens la reconnaissent comme « Dame des Merciens », un titre unique dans l'histoire anglo-saxonne. Pendant 7 ans, jusqu'à sa mort en 918, elle règne seule. C'est une période de conquête incessante. Elle prend Derby en 917, la première des 5 bourgs du Danelaw à tomber. Leicester se rend sans combat en 918. York est sur le point de se soumettre quand elle meurt subitement. Mais son héritage perdure. Son frère Édouard annexe la Mercie, mais respecte l'œuvre de sa sœur. Les burhs qu'elle a construits continuent de protéger le royaume. Le réseau routier qu'elle a développé facilite le commerce et les communications. Plus important encore, elle a élevé son neveu Æthelstan, le futur premier roi d'Angleterre. C'est en Mercie, auprès de sa tante, qu'Æthelstan a appris l'art de gouverner. Quand il devient roi en 924, il poursuit la vision d'Æthelflæd d'une Angleterre unie. Les villes qu'elle a fondées prospèrent. Tamworth, Warwick, Stafford, Runcorn et bien sûr Chester, toutes doivent leur existence à son génie militaire et administratif. Certaines de ces villes existent encore aujourd'hui, témoins vivants de son héritage. Pourtant, pendant des siècles, l'histoire l'oubliera presque. La chronique anglo-saxonne, rédigée dans le Wessex, minimise ses accomplissements. Elle y apparaît rarement, souvent simplement comme la sœur d'Édouard. Les scribes du Wessex préféraient glorifier les rois masculins. Ce sont les sources étrangères qui préservent sa mémoire. Les annales d'Irlande la décrivent comme une grande reine. Les chroniqueurs gallois louent ses victoires. Les Écossais se souviennent de l'alliance qu'elle a forgée avec eux. Au XIIe siècle, les historiens anglais redécouvrent Æthelflæd. Henry de Huntingdon écrit qu'elle était plus grande que César. Guillaume de Malmesbury consacre des pages à ses exploits. Florence de Worcester documente ses campagnes en détail. Mais même cette reconnaissance reste limitée. Æthelflæd n'entre jamais vraiment dans la conscience populaire britannique comme le font Alfred le Grand ou Guillaume le Conquérant. Elle reste une figure d'ombre, connue des spécialistes mais ignorée du grand public. La défense de Chester enseigne plusieurs leçons importantes sur la guerre médiévale et le leadership. D'abord, l'importance du renseignement. Æthelflæd ne gagne pas parce qu'elle a plus de soldats ou de meilleures armes. Elle gagne parce qu'elle sait ce que l'ennemi prépare avant qu'il ne frappe. Ses espions lui donnent le temps de se préparer, de transformer Chester en forteresse imprenable. Ensuite, la créativité tactique. Face à un ennemi expérimenté et dangereux, elle n'hésite pas à utiliser des méthodes non conventionnelles. De la bière bouillante et des abeilles ne figurent dans aucun manuel militaire, mais elles se révèlent terriblement efficaces. Troisième leçon, la préparation. Les fortifications que construit Æthelflæd ne sont pas improvisées. Elles font partie d'un système pensé, coordonné avec les autres burhs de Mercie. Chaque élément a sa place dans un plan d'ensemble. Quatrième point, la dimension psychologique. En humiliant publiquement Ingimund et son armée, Æthelflæd envoie un message à tous les Vikings de la région. Chester n'est pas une cible facile. Celui qui l'attaque s'expose non seulement à la défaite, mais au ridicule. Enfin, le leadership féminin dans un monde masculin. Æthelflæd prouve qu'une femme peut commander des armées, fortifier des villes, remporter des victoires. Elle ne le fait pas en imitant les hommes, mais en développant son propre style de leadership, alliant diplomatie, renseignement et innovation tactique. Ces leçons résonnent encore aujourd'hui. Elles montrent que la guerre n'est pas seulement une question de force brute, mais d'intelligence, de préparation et de créativité. Il faut reconnaître que l'histoire de la défense de Chester pose des problèmes aux historiens.
Le récit le plus détaillé vient des Annales fragmentaires d'Irlande, un texte compilé au XIe siècle, donc plus d'un siècle après les événements. Ce texte est connu pour ses embellissements dramatiques. Il mélange faits historiques et légendes, rendant difficile la séparation du vrai du faux. Les abeilles, en particulier, n'apparaissent que dans cette source. Aucun document anglais contemporain ne les mentionne. Certains historiens pensent donc que l'histoire des abeilles est une invention. Elle aurait été ajoutée pour rendre le récit plus mémorable, plus impressionnant. C'est possible. Mais d'autres éléments du récit sont corroborés par des sources indépendantes. La chronique anglo-saxonne confirme qu'Æthelflaed a restauré Chester en 907. Les noms de lieux scandinaves du Wirral prouvent qu'une colonie viking s'y est établie à cette époque. Des chroniques galloises mentionnent qu'Ingimund a tenté de s'installer en Anglesey avant d'être repoussé. Il y a donc un noyau de vérité historique. Ingimund et ses Vikings ont bien tenté de prendre Chester. Æthelflaed les a bien repoussés. Les détails exacts de la défense peuvent être questionnés, mais le résultat final est certain. Et même si les abeilles sont une invention, l'histoire nous dit quelque chose d'important. Elle révèle comment Æthelflaed était perçue par ses contemporains. On la voyait comme une dirigeante créative, capable de trouver des solutions inattendues aux problèmes militaires. Cette réputation n'aurait pas existé si elle n'avait pas été méritée. La ville que sauve Æthelflaed en 907 prospère pendant des siècles. Les fortifications qu'elle construit servent pendant tout le Moyen Âge. Certaines sections des murailles sont encore visibles aujourd'hui. L'église Saint-Werburg qu'elle fonde devient effectivement la cathédrale de Chester. Le bâtiment actuel, construit bien après sa mort, perpétue néanmoins sa vision. Un vitrail dans la cathédrale représente Æthelfleda, l'orthographe victorienne d'Æthelflaed, concevant des villes fortifiées. Le plan en grille qu'elle impose au centre de Chester survit à travers les siècles. Même aujourd'hui, en marchant dans les rues de la vieille ville, on suit les chemins qu'elle a tracés il y a plus de 1000 ans. La ville conserve aussi d'autres traces de l'ère viking. L'église Saint-Olaf rappelle les colons scandinaves qui s'installèrent dans la région après l'échec d'Ingimund. Ces Vikings et leurs descendants s'intégrèrent progressivement, contribuant à la diversité culturelle de Chester. Au fil du temps, Chester devient un centre commercial important. Sa position stratégique sur la Dee en fait un port prospère. Les marchands y vendent des biens venus de toute l'Europe. La ville s'enrichit, se développe, s'embellit. Pendant les guerres civiles anglaises du XVIIe siècle, Chester subit un long siège. Les fortifications d'Æthelflaed, renforcées et modernisées au fil des siècles, protègent à nouveau la ville. Bien que Chester finisse par se rendre, les défenses tiennent pendant 18 mois, témoignage de la solidité de la conception originale. Aujourd'hui, Chester est une ville touristique importante. Des milliers de visiteurs viennent chaque année admirer ses murailles médiévales, sa cathédrale, ses maisons à colombages. Peu d'entre eux savent qu'ils marchent dans les traces d'Æthelflaed. Au XXe siècle, les historiens redécouvrent Æthelflaed. Des chercheurs comme Michael Wood lui consacrent des documentaires télévisés. Des romanciers comme Bernard Cornwell l'incluent dans leur série de fiction historique. La série The Last Kingdom, adaptée des romans de Cornwell, présente Æthelflaed comme un personnage majeur. Bien que dramatisée et pas toujours fidèle aux faits historiques, cette représentation a fait connaître la Dame des Merciens à des millions de spectateurs. Des statues sont érigées. À Tamworth, sa capitale, une statue montre Æthelflaed avec son neveu Æthelstan. À Runcorn, une sculpture célèbre sa fondation de la ville. Des plaques commémoratives marquent les sites associés à ces campagnes. Des livres sont écrits. Des biographies académiques détaillent sa vie et son règne. Des ouvrages de vulgarisation la présentent au grand public. Des romans historiques imaginent sa vie intérieure, ses pensées, ses motivations. 2018 marque le 1100e anniversaire de sa mort. Au Royaume-Uni, l'année est déclarée « Année Æthelflaed ». Des conférences, des expositions, des événements publics célèbrent sa vie et son héritage. Les médias nationaux couvrent l'histoire de cette dirigeante oubliée. Cette redécouverte s'inscrit dans un mouvement plus large de réhabilitation des femmes dans l'histoire. Pendant trop longtemps, les contributions féminines ont été minimisées ou ignorées. Des figures comme Æthelflaed prouvent que les femmes ont toujours joué des rôles cruciaux, même dans des domaines considérés comme masculins, comme la guerre et la politique. Mais la redécouverte d'Æthelflaed pose aussi des questions.
Pourquoi a-t-elle été oubliée si longtemps? Pourquoi les chroniqueurs médiévaux l'ont-ils minimisée? Était-ce simplement du sexisme ou y avait-il d'autres facteurs? La réponse est complexe. En partie, c'est effectivement une question de genre. Les sociétés médiévales étaient patriarcales. Les femmes qui sortaient des rôles traditionnels étaient souvent mal à l'aise pour les chroniqueurs masculins. Mais il y a aussi des raisons politiques. Les chroniqueurs du Wessex voulaient glorifier leur propre dynastie. Reconnaître pleinement les accomplissements d'Æthelflæd aurait signifié admettre que la Mercie avait joué un rôle égal, voire supérieur, dans la reconquête de l'Angleterre. De plus, Æthelflæd n'a pas fondé de dynastie. Sa fille fut rapidement écartée du pouvoir. Sans descendants pour préserver sa mémoire, son héritage s'est dilué. Une inspiration. Pour aujourd'hui, l'histoire d'Æthelflæd résonne particulièrement à notre époque. Dans un monde qui débat encore du rôle des femmes dans le leadership et la prise de décision, elle offre un exemple puissant vieux de plus de 1000 ans. Elle montre qu'une femme peut diriger en temps de guerre comme en temps de paix. Elle peut commander des armées, fortifier des villes, négocier des traités, administrer un royaume. Elle peut le faire non pas malgré son genre, mais en utilisant ses propres compétences et son propre style. Æthelflæd ne cherche pas à imiter les hommes. Elle développe ses propres méthodes, privilégiant le renseignement sur la force brute, la stratégie sur la violence impulsive, la construction sur la destruction. Son exemple inspire particulièrement les femmes qui travaillent dans des domaines traditionnellement masculins. Elle montre qu'il est possible de réussir sans renoncer à sa propre approche, sans se conformer aux attentes masculines. Mais son histoire intéresse aussi au-delà des questions de genre. Elle parle de résilience, de créativité, de vision à long terme. Elle montre comment un leader peut transformer une situation désespérée en victoire durable. Elle enseigne l'importance de la préparation. Æthelflæd ne remporte pas ses victoires par chance. Elle les obtient en travaillant constamment, en construisant patiemment son réseau de bourses, en plaçant ses espions, en préparant ses défenses. Elle illustre aussi le pouvoir de la vision partagée. Æthelflæd et son frère Édouard avaient hérité la vision de leur père d'une Angleterre unie. Cette vision guidait toutes leurs actions, donnait sens à leurs sacrifices, motivait leurs troupes. Et elle démontre l'importance de l'innovation. Face aux Vikings, ces guerriers redoutables qui terrorisaient l'Europe, Æthelflæd n'a pas simplement essayé de les battre à leur propre jeu. Elle a trouvé de nouvelles façons de combattre, de défendre, de vaincre. En 907, devant les murs de Chester, une veuve anglo-saxonne a repoussé une armée viking avec de la bière bouillante et des abeilles. C'est une histoire extraordinaire, presque trop belle pour être vraie. Mais derrière l'anecdote colorée se cache une vérité plus profonde. Æthelflæd n'était pas simplement chanceuse ou créative. Elle était une dirigeante brillante qui avait passé des années à se préparer pour ce moment. Elle avait construit un réseau de renseignements qui l'avertissait des dangers avant qu'ils ne frappent. Elle avait fortifié ses villes selon un plan cohérent. Elle avait formé ses troupes et inspiré leur loyauté. Elle avait pensé à l'impensable et préparé l'impréparable. Quand Ingimund et ses Vikings sont arrivés, ils s'attendaient à une victoire facile. Ils ont trouvé une forteresse imprenable et une adversaire implacable. Leur défaite n'était pas un accident. C'était le résultat inévitable de la préparation d'Æthelflæd. Cette défense de Chester n'est qu'un épisode dans la vie remarquable d'Æthelflæd. Elle a fortifié des dizaines de villes, remporté de nombreuses batailles, forgé des alliances cruciales. Elle a régné pendant 7 ans comme seule dirigeante de la Mercie, un accomplissement sans précédent pour une femme de son époque. Son héritage perdure. Les villes qu'elle a fondées prospèrent encore. Le royaume d'Angleterre qu'elle a contribué à créer est devenu l'une des nations les plus influentes du monde. Son neveu Æthelstan, qu'elle a élevé, est devenu le premier véritable roi d'Angleterre. Pourtant, elle reste largement oubliée. Son nom n'apparaît pas dans les manuels scolaires. Pas de jour férié ne commémore ses victoires. Pas de monuments nationaux ne célèbre ses accomplissements. Peut-être est-il temps de changer cela. Peut-être devrions-nous nous souvenir de la veuve qui a vaincu les Vikings. Pas seulement pour corriger une injustice historique, mais parce que son exemple peut encore nous inspirer aujourd'hui. Dans un monde qui fait face à ses propres défis, nous pourrions apprendre beaucoup d'Æthelflæd. Sa préparation minutieuse, sa pensée stratégique, son innovation tactique, sa résilience face à l'adversité,
sa capacité à unir les gens autour d'une vision commune. L'histoire de la défense de Chester nous rappelle qu'une personne déterminée, bien préparée et créative peut accomplir l'extraordinaire, qu'une leader sage peut protéger son peuple sans sacrifices inutiles, qu'une femme peut commander des armées et gagner des guerres. C'est une leçon qui traverse les siècles, aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était en 907. Et c'est pourquoi l'histoire d'Æthelflæd mérite d'être racontée, retenue, célébrée. La veuve qui a massacré une armée viking avec de la bière et des abeilles n'était pas simplement une curiosité historique. Elle était une des plus grandes dirigeantes de l'Angleterre anglo-saxonne, une visionnaire qui a contribué à créer une nation, une femme qui a prouvé que le courage et l'intelligence ne connaissent pas de genre. Chester se dresse toujours, plus de 1000 ans après qu'Æthelflæd l'a sauvée. Ses murailles, bien que reconstruites et modernisées, suivent encore le tracé qu'elle a conçu. C'est un monument vivant à son génie, un rappel permanent que les grandes choses sont possibles quand on combine vision, préparation et courage. Et quelque part, dans les archives irlandaises, le récit des abeilles et de la bière bouillante continue d'attendre d'être lu. Témoignage coloré d'un moment où l'impossible est devenu réel, où une femme a vaincu une armée, où l'intelligence a triomphé de la force brute. C'est l'histoire de Chester, l'histoire d'Æthelflæd, l'histoire d'une victoire qui a changé le cours de l'histoire anglaise. Et c'est une histoire qui mérite d'être racontée encore et encore.